Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir riche sans être chanceux. Et je ne vais pas sortir les réponses de mon chapeau, je vais m'appuyer sur le thread Twitter de Naval Ravikant. Donc, qu'est-ce qu'un thread Twitter? C'est tout simplement un ensemble de tweets que vous pouvez voir ici, qu'on va analyser ensemble en détail. Et pour le contexte, Naval Ravikant, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le fondateur de AngelList, qui est une plateforme qui met en relation des startups et des investisseurs. Et il est surtout connu pour justement son compte Twitter. Je vais vous montrer tout simplement. Son compte Twitter avec plus de 2,3 millions d'abonnés, sur lequel il partage depuis maintenant plus de 10 ans même, des tweets sur une forme de sagesse entrepreneuriale, donc des conseils pour les entrepreneurs, des conseils sur comment générer de la richesse, comment être plus heureux, comment être en meilleure santé. Voilà, il a quand même développé clairement sur des thématiques qui vont au-delà du business. Et il est considéré un petit peu comme le philosophe des entrepreneurs, aussi bien à San Francisco aux États-Unis que maintenant en France. Et de justement ce succès, cette notoriété, cette marque qu'il a construite sur Twitter, c'est énorme, 2 millions d'abonnés sur Twitter quand on n'est pas une célébrité en dehors d'Internet. Il y a une personne qui s'appelle Eric Jorgensen qui a écrit un livre qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant, qui est une compilation de ses meilleures idées à travers tout ce qu'il a pu publier sur Internet ces 10 dernières années. Et ce livre, en fait je vous le montre ici sur Amazon, pour vous montrer, c'est un livre qui a plus de 17 000 évaluations et qui est très très bien noté. Donc c'est un livre qui a dépassé les 1 million d'exemplaires vendus après maintenant 3 ans et demi. Ouais, il est sorti le 15 septembre 2020. Et donc Naval, en 2018, il nous a gratifié d'un trade « How to get rich without getting lucky ». Et encore une fois, l'objet de cette vidéo, c'est de le développer, de l'analyser, de vous l'expliquer pour que vous compreniez en profondeur les fondamentaux qui sont abordés, qui, selon moi, s'ils sont assimilés, permettent à n'importe qui de comprendre vraiment comment notre époque fonctionne et comment on peut créer et capter de la valeur et donc de la richesse au XXIe siècle. Donc, c'est parti, on va analyser le trade. Alors, je vais faire des traductions, des fois c'est assez facile sur Twitter de traduire pour que les personnes qui ne sont pas forcément 100% à l'aise avec l'anglais. Bon, le premier est assez simple, mais le titre, comment devenir riche donc sans avoir de la chance. Alors, ce qui est intéressant avec ce titre, c'est que certaines personnes peut-être pensent que la richesse ou faire de l'argent, il y a une part de chance, ou il y a beaucoup de chances pour pouvoir obtenir ces résultats. Et Naval dit que selon lui, avec les connaissances, les compétences qu'il a acquises, dans 99% des cas, il serait capable de reconstruire une fortune estimée à plusieurs millions, ce qu'il considère du coup riche. Et ça, c'est quelque chose qui va plutôt à l'opposé de la plupart des gens, qui se disent voilà, qu'il y a pas mal d'aléas, pas mal de, encore une fois, voilà, de part de chance dans la construction d'un patrimoine. Alors c'est vrai, mais Naval justement développe notamment à partir des principes fondamentaux et une compréhension fine de comment la richesse se crée et quels sont les leviers, on verra ça plus tard, qu'on peut exploiter à notre époque, arrive à nous montrer qu'en réalité, quelqu'un qui étudie correctement tous ces sujets sera capable, dans la majorité des cas, s'il vivait une infinité de fois, de reconstruire une richesse. Là où la chance va avoir un rôle, c'est sur le delta, ce que j'appelle la magnitude, entre la pire performance et la meilleure performance qu'il va avoir. Mais si on fait des études, des simulations mathématiques et statistiques, selon Naval, il y aura un risque de ruine ou un risque d'échec qui est relativement faible dès lors qu'on a les bonnes compétences et connaissances. Ça, c'était juste pour le titre. Maintenant, on va voir, quand on regarde les tweets, il y a des thèmes qui émergent. Déjà, le premier bloc, c'est pour moi comprendre la richesse et notre rapport à celle-ci. Ce premier tweet qui fait suite au titre est fondamental. Naval nous dit qu'il faut rechercher la richesse, pas l'argent ou le statut. La richesse, c'est d'avoir des actifs, des assets qui gagnent de l'argent pendant que vous dormez. Alors que l'argent, c'est tout simplement un outil transactionnel où vous transférez votre richesse ou votre temps.
Et le statut, c'est votre place hiérarchique dans la société. Donc on va expliquer un petit peu tout ça. Donc souvent, il y a une confusion entre être riche et avoir de l'argent. En anglais, les termes sont différents. Il y a rich et wealthy. Nous, ce qu'on veut, c'est le deuxième. C'est réussir à créer et générer de la richesse. Et pour cela, c'est différent de juste être riche. Je vous prends l'exemple d'un salarié. J'aime bien l'exemple dans Le Loup de Wall Street. Jordan Belfort, pour ceux qui ont vu le film de Scorsese ou qui ont lu le livre, il a une armée de Golden Boy qui gagnent énormément d'argent avec lui. Mais comme il le dit dans le film, son but, c'est que ces personnes dépensent cet argent tous les mois et créent un lifestyle donc qui est une inflation, voilà, il y a un énorme lifestyle, beaucoup de dépenses, qui fait qu'ensuite ces personnes vont revenir travailler et tous les mois, c'est un cycle qui recommence. Donc en fait, ces employés qui gagneraient, supposons, des centaines de milliers de dollars annuels, voire même des millions, en réalité ne sont pas riches au sens wealthy, c'est juste des gens qui ont beaucoup d'argent, mais de l'argent qu'ils dépensent. En aucun cas, ces personnes font des investissements, en aucun cas, ils investissent dans des actifs, ils ne font que de la dépense, encore une fois. Et voilà, c'est quelque chose de fondamental. Naval oppose aussi la richesse et le statut social. Ça me fait penser à un concept que reprend aussi le marketeur Tugan Barra, que vous connaissez peut-être. Je vous invite à suivre ce qu'il peut proposer notamment sur YouTube, où il va distinguer le profit du prestige. On est une société qui valorise énormément le statut, le prestige, mais la réalité, c'est que l'erreur que font les gens, c'est de croire que le prestige va amener le profit, ce qui est en réalité plutôt rare, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui se concentre sur la création de richesse et la captation de cette richesse va avoir une forme de prestige, en tout cas par les personnes qui comptent, par des pairs, par des investisseurs, par des personnes influentes. Alors que les personnes qui cherchent à jouer le jeu du status game, du statut social, vont plutôt faire peur aux personnes autour d'elles parce qu'elles vont essayer de prendre leur place. Une des grosses différences aussi entre les gens qui jouent le jeu du profit et le jeu du prestige, c'est que les gens dans le jeu du prestige, donc il y a une notion de jeu fini, de si je veux être le premier dans ce jeu, je dois prendre la place du premier qui passe second. Donc il n'y a pas vraiment une notion de collaboration et de respect intrinsèque. On est plutôt sur une logique de compétition et de jeu à somme nulle. Là où dans la création et la captation des richesses, on peut en fait continuer à étendre le marché, étendre la valeur qu'on peut générer et capter, encore une fois. Ensuite, toujours sur le rapport à l'argent, celui-ci, je le trouve assez marrant et à la fois triste, surtout la deuxième partie, où il dit « Si vous méprisez secrètement la richesse, elle vous échappera ». Et là, on reconnaît tout de suite justement un monde avec deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont allergiques à l'argent et qui le méprisent, qui ne sont pas forcément des gens qui sont pauvres ou dans le besoin, mais ce sont des personnes qui justement veulent plutôt montrer de la vertu, qui veulent montrer peut-être leur supériorité intellectuelle. On peut voir ça par exemple dans les milieux académiques, où souvent les professeurs sont plutôt pauvres, en tout cas par rapport aux entrepreneurs, ne génèrent pas énormément d'argent. Et on sent que ces personnes ont un problème avec l'argent, qui est soit un sujet tabou, soit un sujet dont il ne faut pas parler et qui n'est pas propre. Il y a vraiment une espèce de rapport à l'argent qui est assez malsain. Soit ils en parlent trop, soit ils n'en parlent jamais. Et ces personnes, en fait, ont tendance tout simplement à mépriser l'argent, comme dit Naval, alors qu'on peut constater que les gens qui créent de la richesse et qui en captent beaucoup vont plutôt être des gens à l'aise avec l'argent. Ils voient ça comme un simple moyen de transaction, un moyen neutre. Certains parlent peut-être même d'énergie. L'argent doit circuler, l'argent doit passer de main en main. On ne doit pas avoir un rapport défensif avec son argent, on doit plutôt être offensif au sens où on est prêt à donner pour recevoir. C'est vraiment une question de mentalité avant tout une question de compétence. Et donc, un des premiers principes, je pense, fondamentaux de ce trade, c'est de comprendre que votre rapport à l'argent va conditionner en grande partie votre capacité à
générer de la richesse et à devenir riche. J'ai un livre à vous recommander pour développer cette idée, il s'appelle The Psychology of Money, ou la psychologie de l'argent en français, de Morgan Housel. Allez voir ce livre, ça va vous donner beaucoup de billes par rapport à justement cette idée de ne pas mépriser l'argent et de comprendre votre rapport fondamental à l'argent. Alors je passe le tweet suivant, celui qui m'intéresse c'est celui-ci, pour continuer, sur l'idée que vous n'allez pas devenir riche en louant votre temps, vous devez détenir des capitaux propres, c'est-à-dire une partie d'une entreprise, des parts, pour acquérir votre liberté financière. Alors ici on touche à une des grosses différences entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est que dans la majorité des cas, les salariés ne possèdent pas de part dans les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Ce qui veut dire que leur seule source de revenus et d'argent potentiel qu'ils vont pouvoir gagner, c'est leur salaire. Là où un entrepreneur va peut-être parfois ne pas avoir de salaire, mais va pouvoir générer des dividendes, des événements de liquidité quand un business est vendu ou quand il veut sortir d'un business après une levée de fonds. Et donc là où il y a vraiment le gros argent, là il y a vraiment la capacité de faire des leviers avec le capital, c'est en ayant des parts dans des sociétés. Donc ça, vous pouvez le faire de deux manières principales, soit en étant entrepreneur et du coup en ayant forcément au début 100% des parts de votre entreprise ou un pourcentage que vous êtes réparti avec vos associés, première possibilité, ou en étant investisseur. Donc là cette fois-ci vous injectez du capital dans une entreprise en échange de parts dans celle-ci, dans une logique soit de récupérer des dividendes si c'est plutôt des business type PME, ou de faire une bascule avec un événement de liquidité si vous investissez dans des modèles plutôt type start-up. Donc ça, vous devez vraiment le comprendre, on devient riche au sens wealthy, en particulier en prenant des parts dans des entreprises ou en possédant des entreprises. C'est fondamental. Vous le comprenez, donc une autre recommandation de lecture, je vous en donnez plusieurs je pense dans cette vidéo, c'est Père riche, Père pauvre, qui est un des classiques des finances personnelles de Kiyosaki. Et dans ce livre, vous comprenez justement la différence entre justement faire travailler le capital et avoir des parts dans des structures et travailler et donner de son temps contre tout simplement un salaire. Et on revient au loup de Wall Street. C'est pas parce que vous gagnez 300 000 euros par an en tant qu'ingénieur que vous êtes riche. Vous êtes en tout cas pas riche de votre temps. Vous n'avez pas spécialement le levier, vous n'avez pas de part dans des entreprises. Donc forcément, si on compare avec quelqu'un qui crée de la valeur, possède une partie de la valeur qui est créée dans les entreprises et peut potentiellement avoir des événements de liquidité en millions, dizaines de millions, centaines de millions, voire milliards, vous ne jouez pas au même jeu. Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience que si vous n'avez pas ça, très difficile pour vous de devenir riche au sens qu'on l'a défini. Ensuite, Naval explique qu'on devient riche en donnant à la société ce qu'elle veut, mais ne sait pas encore comment obtenir à l'échelle ou at scale. C'est un terme qui parlera peut-être plus aux entrepreneurs que le terme échelle. Ça, c'est vraiment, je pense, la base de l'entrepreneuriat et de la valeur. C'est comprendre son époque, comprendre les problèmes qui émergent pour un segment de personnes de cette époque. Plus gros est le segment sur le long terme, en tout cas, le plus vous allez pouvoir générer de la valeur. Mais en réalité, au début, il faut juste se concentrer sur un petit segment, comme on fait toutes les grosses sociétés que vous connaissez aujourd'hui. Amazon, un store en ligne de bouquins, Facebook, spécialisé sur les réseaux sociaux des Ivy League américaines, donc les plus grosses facs. Voilà, c'était vraiment des niches au début qui aujourd'hui sont étendues à l'échelle mondiale. Mais en tout cas, c'est aussi bien Bezos que Zuckerberg, dans ces cas-là, ont trouvé quelque chose que les personnes à ce moment-là voulaient, mais ne savaient pas comment obtenir. À l'époque, je ne savais pas comment obtenir n'importe quel livre disponible sur Internet. Amazon me l'a permis. Je ne savais pas comment faire partie d'un espèce de réseau social, club privé de mon université pour pouvoir connecter avec les gens de ma fac. Zuckerberg me l'a donné. Voilà. C'est comme ça qu'on crée de la valeur, c'est donner des choses que les gens veulent mais ne savent pas comment avoir. Et à l'échelle, parce que on va le voir un peu plus tard, mais grâce notamment à la société digitale, l'économie Internet, aujourd'hui, en mettant 1 et en étant sur le bon marché, vous pouvez vendre 10, 1000, 100 000, 10 millions, enfin je ne vais pas tout faire toutes les échelles de valeur,
Mais voilà, vous avez une capacité d'être à l'échelle. Donc, le plus votre business répond à un problème fort, à un segment précis et à une capacité de scale forte, le plus vous allez pouvoir générer de la richesse. Voilà, c'est le principe de base d'entrepreneuriat, de création de valeur. Après, il y a l'idée de jouer sur le long terme. Première étude sur cette idée-là, qui est assez simple en réalité, mais fondamentale. Il faut choisir des industries, une industrie, comme il dit, dans laquelle vous pouvez jouer à des jeux à long terme avec des personnes long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, toute la valeur provient des effets cumulés, des intérêts, des effets composés. Et en réalité, donc, vos choix les plus fondamentaux, c'est dans quel marché, dans quelle industrie je m'investis, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur. Quel est mon horizon de temps? Un horizon de temps, pour pouvoir générer de la valeur, doit être long. Si vous rentrez dans une industrie, engagez-vous dans celle-ci, imaginez-vous en tout cas vous engager dans celle-ci pour 10 ans, peut-être même 20 ans, 30 ans, toute votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne changerez jamais, ça veut dire que vous y allez avec cette intention. Et vous devez avoir une vision long terme avec les gens avec qui vous vous associez, car vous allez vous rendre compte que on ne peut pas travailler pendant très longtemps avec des gens avec qui on ne s'imagine pas être sur le long terme. C'est comme une relation, on ne va pas se marier avec quelqu'un avec qui on pense divorcer dans 1 an, 2 ans. Dans le business, c'est pareil. Et en plus, il y a un avantage à chercher des gens à long terme. Ce sont des gens qui vont être plutôt fiables, des gens sur lesquels vous allez pouvoir construire un business, plusieurs business, être dans les tranchées ensemble. Vous allez pouvoir créer des synergies. Ces personnes aussi dans votre réseau vont chacun, s'ils ne sont pas toujours vos associés, vont chacun développer des expertises, vont chacun générer, vont aller dans de nouvelles industries. Enfin bref, il y a énormément de valeur, notamment dans sa vingtaine ou sa trentaine, de trouver ces personnes avec qui on a envie d'être pendant le long terme, on a envie de jouer sur le long terme, pas forcément que des associés business. Et ces personnes-là vont mécaniquement progresser dans leur carrière, voir des opportunités, vont vous faire des introductions, vont vous apporter de la valeur et vous allez vous développer ensemble. Donc voilà, c'est vraiment associez-vous à tous les niveaux avec des personnes avec qui vous pensez passer les 10, 30, 50 prochaines années. Et pareil, si on prend l'exemple de... moi j'aime bien en termes d'image, c'est l'exemple de Warren Buffett, pour comprendre justement la force de ces effets cumulés. Warren Buffett, si on prend, donc il doit avoir plus de 90 ans maintenant, il a généré plus de 90, si ce n'est pas 99% de sa fortune après ses 80 ans. Et c'est là où on voit justement la force des effets cumulés. C'est que le plus tôt vous commencez et le plus long est votre horizon temporel, peu importe dans quoi vous vous engagez, le plus vous allez pouvoir récupérer les effets cumulés dans les décennies à venir. Donc c'est encore une fois pour ça, vraiment. Pensez long terme, ça vaut pour l'investissement, ça vaut pour le choix d'industrie, ça vaut pour le choix des associés, des partenaires au quotidien. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que les gens n'ont pas compris Internet. Et Naval il le dit aussi dans son tweet, qu'Internet a considérablement élargi l'espace des carrières possibles, mais la plupart des gens ne l'ont pas encore compris. Il aime bien donner l'exemple du métier de streamer. Aujourd'hui, on dit le métier de streamer. Streamer, il y a 15 ans, on n'aurait même pas su définir ce que c'était, et encore moins imaginer que ce soit un métier un jour. Et ça montre bien, en fait, aujourd'hui, Internet, on va le voir avec l'IA aussi dans les prochaines années et décennies, crée des nouvelles carrières, crée une nouvelle manière de créer de la valeur dans les sociétés. Et la plupart des gens n'ont pas forcément conscience. Moi, j'aime me dire que la plupart des gens vivent, certes dans le XXIe siècle, mais travaillent et pensent encore selon les paradigmes du XIXe et du XXe siècle. Et Naval, lui, il essaie de faire prendre conscience à son audience qu'en réalité, Internet est un asset beaucoup plus fondamental que ce qu'on imagine. On l'utilise, mais on ne l'exploite pas. Et il faut vraiment prendre en compte qu'aujourd'hui, on peut créer une carrière presque sur mesure, on va y revenir un peu plus tard, à partir d'Internet. Ça, c'est une idée qui selon moi, était vraiment importante. Ensuite, sur les outils du nouveau riche, il y a 2 compétences fondamentales pour Naval. C'est le fait d'apprendre à vendre et d'apprendre à construire. Il dit que si vous pouvez faire les 2, vous serez inarrêtable. Alors, apprendre à vendre, c'est quoi concrètement ? Ça va être effectivement la vente, bien sûr, le marketing,
je rajouterai le branding et le média, la création de contenu. Et à l'inverse, le build, c'est tout ce qui est plutôt la capacité à construire des applications, à utiliser les outils de no-code ou à coder, à développer des sites, enfin en tout cas à développer de la valeur en utilisant la tech et entre guillemets les automatisations, les robots que vous pouvez utiliser H24 sur Internet. Et en réalité, si vous avez les deux compétences, vous n'avez pas besoin de développeur, mais si vous savez utiliser le no-code et les outils qui permettent justement d'utiliser pour simplifier ces robots, et de l'autre côté, développer des capacités de vente, de branding et de création de contenu, il ne peut pas vous arriver grand-chose au moment en tout cas où j'enregistre cette vidéo, et je pense pour les prochaines années, voire décennies. Et on le voit par exemple aujourd'hui, il y a toute une économie qui s'appelle la creator economy qui est en train d'émerger. Des créateurs, on va prendre l'exemple de Danco que j'aime beaucoup, se développent à partir de leurs idées. Ils sont très très forts en marketing, en vente. Ils développent des marques personnelles conséquentes à travers les réseaux sociaux et le nombre d'abonnés qu'ils sont en train de générer, le nombre d'abonnés aussi à des mailing lists. Et après, ils exploitent le code en créant des produits, en créant des services qui vont packager, mais qui vont utiliser tout simplement de la tech pour pouvoir vendre à travers des sites internet, des landing pages. Et donc ce qui est intéressant dans cette ère-là, c'est qu'on voit ces personnes qui créent en réalité des carrières qui sont impossibles à prédire. Elles partent vraiment de leur spécificité, de leur unicité. Donc voilà, quelqu'un comme Danco est un bon exemple. En France, on en a plein aussi. Il y a des gens comme Thibault Louis qui se sont créés entre guillemets sur LinkedIn et qui maintenant vendent des produits, des services. Mon ami Ulysse Lubin qui a réussi à créer une carrière d'explorateur en faisant levier grâce à sa création de contenu. Les exemples sont de plus en plus nombreux chaque année. Et ce qui est intéressant à constater, ce que j'aime beaucoup aussi dans la tendance, c'est on parlait pas mal de start-up avant et des dernières années de solopreneurs. Et maintenant, en réalité, ces mondes sont en train plutôt de merger. Ils sont en train de se rapprocher. On voit de plus en plus de solopreneurs qui, grâce notamment à l'émergence du no-code et de l'IA, sont capables aujourd'hui de créer des SaaS. Donc ça, c'est des software as a service, donc des logiciels qui vous proposent des services. Donc quand vous utilisez par exemple des outils comme Slack dans la collaboration d'entreprise, c'est un SaaS. Et donc on voit aujourd'hui par exemple quelqu'un comme Danco qui est en train de créer une boîte qui s'appelle Cortex, qui est un SaaS pour aider les gens à créer leur second cerveau pour écrire de meilleurs contenus globalement. Et il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible qu'un solopreneur, donc un entrepreneur seul, soit capable, certes en recrutant quelques personnes, mais en partant de lui et de sa marque personnelle, de créer un SaaS. On aurait plutôt eu la voie plus classique de un fondateur a cette idée, commence à développer dans son coin, sort un MVP, va potentiellement lever des fonds, recruter une grosse équipe. Maintenant, on a réduit la taille des équipes grâce à la technologie et on fait levier avec les marques, le média, pour pouvoir développer ces business. Et ça, c'est un vrai shift où la creator economy et le soloprenariat est en train d'aller dans le code, dans le SaaS. Et à l'inverse, on voit de plus en plus de business tech qui doivent incarner leur marque, notamment à travers leurs fondateurs. Et ici, je vous donnais l'exemple de Guillaume Moubèche, du coup de l'Empire, connu notamment pour leur premier outil qui s'appelle Lemlist. On voit bien que Guillaume, aujourd'hui, c'est lui qui est vraiment le driver en termes de marketing pour son entreprise. Et ça passe pas par le marketing et la marque de l'Empire, ça passe par la marque du fondateur. Donc, il a su développer de la tech, du code, et il fait levier avec le média grâce à sa marque personnelle et sa capacité à vendre, à faire du marketing, à avoir une marque forte. Donc voilà, fondamentale cette double compétence, learn to sell, learn to build. Ensuite, on a une autre grande idée de Naval du trade qui est le specific knowledge. Les connaissances spécifiques ou specific knowledge sont des connaissances pour lesquelles vous ne pouvez pas être formé. Si la société peut vous former, elle peut former quelqu'un d'autre et vous remplacer. Idée méga importante. On est dans une société où globalement on a tous été éduqués par le système scolaire. On faisait des études pour pouvoir se voir attribuer un métier dans une industrie plus ou moins en lien avec nos études. Ça existe encore aujourd'hui, évidemment. On a tous, je pense que vous regardez ces vidéos, vous avez fait des études, en tout cas vous avez été à l'école. Pour autant, aujourd'hui, on voit encore une fois, rappelez-vous un peu plus tôt,
Internet a créé des chemins, des carrières qu'on n'aurait pas pu imaginer il ne serait-ce que 5-10 ans. Donc forcément, les études ne sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui et aux carrières potentielles. Donc il y a deux possibilités. Il y a ceux qui vont gentiment suivre le chemin et se dire « Ok, je vais faire bien mes éducations, enfin école, études, et peut-être que j'aurai un job si je remplis les cases, si je suis un bon élève. Ou en tout cas si j'arrive à avoir mes études. » La réalité aujourd'hui, c'est que si en fait vous êtes dans une école d'ingénieur et vous devenez un bon ingénieur, vous avez des bonnes notes, je sais pas, vous avez 16 sur 20 toute votre vie, 18 sur 20, même un très très bon élève, vous allez certes peut-être être devant vos collègues, enfin vos camarades de classe, parce que vous êtes un des premiers, mais en réalité, ne serait-ce qu'en France, il y en a des centaines ou des milliers qui, la même année que vous, ont 18 de moyenne ou 16 de moyenne. Et donc vous allez retrouver sur le marché, en fait, à convoiter les meilleurs jobs, et vous vous battez avec des centaines ou des milliers d'autres personnes, sans avoir de spécificité, si ce n'est le fait d'avoir bien coché les cases à l'école, d'avoir été un bon étudiant, alors ce qui amène des compétences, on pourra le développer. Mais voyez, vous êtes vraiment sur quelque chose où la société vous a préparé, elle avait un besoin historique, elle vous a donné le savoir, et dans ce jeu-là, vous avez été performant, et pour autant, vous avez énormément de compétition. Et encore, là je prends l'exemple, vous êtes dans le top du top des études. Supposons un élève moyen comme moi j'étais, quelqu'un qui a 10-12, lui il est mal, hein, parce qu'il n'a pas le luxe de dire j'étais performant dans ce jeu des études, et il se retrouve du coup en concurrence avec lui, pas le top 1%, mais le top 80% ou le top 50% de ses études. Et là, il y a beaucoup moins de travail, il y a beaucoup moins aussi de leviers potentiels, il y a des perspectives qui sont beaucoup moins réjouissantes. Donc voilà, vous comprenez que en fait, si vous suivez ce schéma classique, vous vous exposez à une voie assez bouchée et qui est de plus en plus. Alors que de l'autre côté, vous avez aujourd'hui la possibilité de suivre votre curiosité, de développer des centres d'intérêt, de développer votre marque personnelle, de développer des projets. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et la combinaison de tous les projets que vous allez accumuler, toutes les initiatives que vous allez avoir, en fait, vont créer malgré vous un specific knowledge. Je vous donne peut-être mon cas personnel, c'est toujours plus simple. Dans mon cas, mon specific knowledge, il est né de plein de choses. Il est né du fait que je suis quelqu'un qui a toujours adoré passer du temps sur les forums. Et donc j'ai une capacité d'accumuler la connaissance peut-être supérieure à la moyenne, et dans des domaines très différents. Parce que j'allais sur des forums, c'était un forum de poker en l'occurrence, comme j'étais dans le poker à l'époque, mais sur des parties du forum qui parlaient de politique, d'économie, de philosophie. Donc voilà, je me suis intéressé à plein de domaines différents. Et je ne me rendais pas compte à l'époque, mais en fait, j'ai intégré certaines notions et eu une pensée qui a commencé à se développer, une pensée transversale, qui m'aide aujourd'hui, aussi bien dans le business que dans ma création de contenu, que dans ma manière peut-être même de faire cette vidéo. Je peux aller entre guillemets du coq à l'âne assez facilement. Et ça, c'est une capacité que j'ai développée en fait malgré moi dans ma vie. Ensuite, il y a eu l'écriture. J'écris, donc aujourd'hui, je suis principalement rémunéré pour ma capacité à écrire du contenu pour moi ou pour d'autres personnes potentiellement, notamment une agence que j'ai créée, ce qui n'est pas le plus important ici, mais j'écris depuis mes 15 ans sur Internet. Aujourd'hui, j'enregistre, j'ai 32 ans, donc plus de la moitié de ma vie, je l'ai passé à créer du contenu sur Internet. Donc nécessairement, j'ai un avantage sur ceux qui ne créent pas depuis longtemps. Je m'intéresse à la philosophie dans un milieu de l'entrepreneuriat où très peu de gens en fait, ont ces réflexions philosophiques que je peux amener dans mes contenus ou dans mes vidéos, ce qui me permet d'avoir une différenciation par rapport à le nombre conséquent d'entrepreneurs ou de coachs ou d'auteurs qui sont sur le marché et qui parlent d'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, en fait, mis bout à bout, hein, c'est là où on commence à créer un specific knowledge que j'aurais pas pu créer de manière volontaire, d'une certaine manière. Donc il y a un côté organiquement, en fait, du fait que vous êtes quelqu'un de curieux, d'intéressé, vous devenez intéressant, vous devenez différent, vous devenez authentique aussi, parce que du coup, vous développez une unicité, une marque qui est vraiment basée sur vous. On reprend l'exemple de l'ingénieur qui a 18 de moyenne. S'il n'arrive pas à intégrer en plus des éléments que j'ai cités précédemment de la personne qui a un specific knowledge, elle n'aura pas de specific knowledge et elle sera remplaçable.
Voilà, idée vraiment très très importante du trade de Naval. Autre idée fondamentale de Naval, qui répète souvent, certainement l'idée pour laquelle il est le plus connu, c'est la notion de leverage, on va dire de levier en français. Je vais traduire ce tweet qui est la base de cette idée. Donc, les fortunes nécessitent un effet de levier, du leverage. L'effet de levier commercial provient du capital. Alors, c'est pas l'effet de levier commercial, c'est une mauvaise traduction. L'effet de levier business provient du capital, des personnes et des produits qui n'ont pas de coûts marginaux de réplication. Et entre parenthèses, le code et les médias. On va voir ça. Ce qui est important, du coup, c'est de comprendre plusieurs choses. C'est que grâce à Internet, il y a ces deux leviers qui ont émergé, le code et le média que j'ai présenté précédemment. Ce sont des leviers qui ne coûtent pas plus cher à produire et surtout à mettre sous les yeux de 10 personnes que de 1 million de personnes. Quand j'écris un contenu sur Internet, qui soit lu par 10 personnes ou par 1 million de personnes, il m'a pris un temps X de production. 1 heure, 3 heures, peu importe. De même, lorsque je crée une formation ou que je fais un site Internet, eh bien, une fois qu'il a été produit, certes je peux le modifier, en tout cas la version que je publie va pouvoir être vue, consommée et avoir des interactions avec autant de personnes que de personnes qui vont visiter mon site, par exemple. C'est là où on voit que c'est puissant, donc il n'y a pas de coûts marginaux. Enfin, les coûts sont marginaux. On appelle ça les coûts variables sont faibles. Donc vous avez des coûts fixes stables et des coûts variables faibles. Alors que avant, les coûts fixes étaient encore plus élevés et vous n'étiez pas non plus en mesure de maîtriser les coûts variables. Ensuite, il continue à développer son idée. Et il y a une autre que je veux développer, c'est le fait que le capital et le labeur, ou les ressources humaines, sont des leviers qui demandent la permission, des leviers autorisés. Tout le monde veut du capital, mais quelqu'un doit vous le donner. Tout le monde essaye de lancer des projets, de diriger, mais quelqu'un doit vous suivre. Vous vous rendez bien compte que là, vous êtes dans des situations où vous devez demander tout simplement la permission à quelqu'un. Je veux écrire un article dans les années 80, je dois aller voir un journal et proposer mon article ou, pas mendier, mais en tout cas dire, s'il vous plaît, aidez-moi, j'aimerais pouvoir publier et devenir journaliste, mais je n'ai pas de travail, est-ce que vous voulez bien publier mon article? Donc vous auriez dû faire des écoles de journalisme, pour pouvoir avoir un badge, pour potentiellement être accepté dans un certain milieu et du coup jouer un jeu politique, un jeu de statut. Donc on revient au status game. À l'inverse, aujourd'hui, et ça les journalistes ont du mal à comprendre, il y a des gens sur Internet qui ont plus de notoriété, plus d'influence qu'eux, qui n'ont pas besoin de la permission de ces journalistes pour créer des audiences colossales comme Naval et influencer du coup l'opinion, avoir un impact positif sur la société, ou pas toujours positif d'ailleurs, ça dépend de ce qu'on dit et quelles sont nos intentions. Mais on est vraiment dans une économie aujourd'hui qu'il appelle l'économie sans permission, les leviers sans permission que sont encore une fois le code et les médias. Et c'est ça vraiment une des grosses différences par rapport à l'époque, encore une fois, c'est maintenant, vous avez votre ordi, vous avez votre connexion Internet, vous pouvez développer votre chaîne YouTube, vous pouvez lancer votre SaaS grâce au no-code, et très peu d'argent, de capitaux de départ. Vous vivez une époque tout simplement incroyable pour pouvoir développer des projets et de la valeur sans permission. Voilà, ce qui dit, donc, il y a une armée de robots disponibles H24, et si vous ne voulez pas coder, vous n'êtes pas trop technique, vous pouvez toujours faire des vidéos, écrire des blogs, écrire des bouquins. Autre idée forte qui me vient ici, le leverage, c'est un multiplicateur de force pour votre jugement. Votre jugement, c'est votre valeur aujourd'hui. On peut traduire jugement par votre capacité d'avoir des idées originales, ou votre capacité à prendre de bonnes décisions, ou votre capacité à générer de la data, la collecter et en faire le meilleur usage, encore une fois, à prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, on va payer des gens plus pour cette capacité de jugement que par du labeur, des heures de travail. Pendant longtemps, il y avait le modèle industriel qu'on a répliqué dans le milieu du tertiaire. Donc, on était dans les usines, on est passé dans les bureaux, on a passé un temps un peu plus court, mais globalement 8-10 heures par jour, pour justifier notre salaire. Aujourd'hui, et encore plus demain, en tout cas aujourd'hui, plus qu'hier plutôt, vous êtes payé plutôt en fonction de la valeur que vous générez, et cette valeur est corrélée à votre jugement. Donc, encore une fois, specific knowledge,
capacité à avoir des avis, à avoir des visions, des paradigmes, des perspectives qui ne sont pas l'énième perspective d'un étudiant en école de commerce ou quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur ou quelqu'un qui a fait une fac quelconque, vous amenez votre spécificité, cette perspective, cette capacité unique ou rare que vous développez et vous l'utilisez soit pour faire du business, vous pouvez être payé du coup pour votre jugement en ayant l'equity, les parts de votre projet, ou si vous êtes plutôt encore dans le modèle salarié, les mêmes compétences pour quelqu'un qui est prêt à vous payer très cher parce que c'est quelque chose d'unique sur le marché. On prend quelqu'un aujourd'hui qui a une compétence forte en IA et qui va le combiner avec une vision plus sociologique ou philosophique. Souvent d'ailleurs c'est aux intersections, ce qu'il faut comprendre. C'est que la valeur est dans le jugement et le jugement naît d'intersections intéressantes. Vous avez donc cet exemple de l'IA, vous le combinez avec quelqu'un qui est bon en sociologie, géopolitique, philosophie, qui a des notions, qui comprend vraiment des dynamiques dans ces disciplines, combiné à l'IA, il a une valeur importante. Il peut être évangéliste IA d'Apple, par exemple, j'en sais rien. Et pour ce job-là, il va être payé des millions littéralement. Alors que s'il est juste bon en IA, alors c'est déjà très bien payé parce que c'est une techno qui a le vent en poupe en 2024 en tout cas. Par contre, il va être dans une concurrence folle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis sur l'IA, mine de rien. Et là, je prends un exemple où on est quand même dans le haut du panier des opportunités possibles du moment. Donc, je ne vous parle pas de métiers qui sont complètement en voie de disparition, tels des dinosaures qu'on ne verra plus dans quelques années. Ensuite, Naval parle pas mal sur la dernière partie du trade de sa philosophie du travail. Je vais appeler ça comme ça. Et il dit ça qui est assez marrant. C'est on doit être trop occupé pour faire des cafés. Et on doit garder un calendrier épuré. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est des builders, on veut créer de la valeur, on n'est pas là pour faire du small talk ou enchaîner les appels téléphoniques et les rencontres, sauf si c'est un objet très précis, avec un enjeu de faire connaissance avec un marché pendant quelques jours, quelques semaines. Mais globalement, vous devez sortir justement du status game, des petits jeux de politique, et on devient riche, non pas en prenant des cafés, en tout cas dans le modèle du XXIe siècle, mais en construisant, en vendant, en développant. Donc ça c'est important. Et dans une logique aussi de sortir un petit peu du paradigme industriel et tertiaire, on cherche à garder un calendrier vide, un calendrier épuré au maximum, car le jugement, ça ne s'achète pas comme ça. Encore une fois, le specific knowledge, ou le jugement, ça demande du temps. Le calendrier doit être épuré pour avoir ce temps. Si vous avez un calendrier tout le temps blindé de rendez-vous, de petites tâches bêtes et méchantes, en tout cas pas très impactantes, vous n'aurez pas cette capacité de générer ce jugement et donc cette valeur. Voilà, petit tweet dans le trade, on peut passer à côté, mais pour moi il est fondamental celui-ci. Pour justifier, ou pour compléter ce trade sur les cafés, il dit fixer et appliquer un taux horaire personnel ambitieux. Si la résolution d'un problème permet d'économiser moins que votre taux horaire, ignorez-le. Si l'externalisation d'une tâche coûte moins cher que votre taux horaire, externalisez-la. C'est tout simplement, en fait, prendre conscience de la valeur de son temps. Ce qu'il raconte, Naval, c'est que très tôt au final, dans sa carrière, il s'est mis un taux horaire il me semble que c'était $1000 à l'heure, c'est énorme. Certes, ces tâches ne valaient pas encore ce montant, mais c'était pour s'habituer à déléguer, supprimer, externaliser tout ce qui ne valait pas ces $1000. Et en ayant cette façon de fonctionner, vous allez, prendre considération, une plus forte considération de votre temps et trouver des moyens, justement, que votre temps puisse valoir ce montant. Puisque grâce à ce temps, vous allez pouvoir développer du jugement, vous allez pouvoir développer des actifs, vous allez pouvoir développer énormément de choses grâce au code, aux médias, que vous ne pourriez pas si vous considérez que votre temps coûte $10 et que vous faites tout toujours en urgence, à la minute et en série, qui vous empêche de générer la vraie valeur, les vrais leviers. Donc pareil, faites très attention à comment vous considérez votre temps. Je sais que souvent quand on démarre et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va compenser le manque de moyens par une force de travail importante. C'est quelque chose que je peux encore recommander, malgré les conseils de Naval. Pour autant, il faut vraiment que vous ayez des plages horaires pour pouvoir développer votre jugement, développer vos assets. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps, et quitte à travailler beaucoup, je ne veux pas le contre-recommander, des personnes comme Naval le disent aussi, il faut travailler dur.
des personnes comme Hormozy qui percent sur Internet maintenant dans le business ont aussi ce message. Pour autant, il faut travailler intelligemment, travailler sur les bonnes choses et développer les bons assets, développer votre jugement, développer vos actifs, encore une fois. Il le dit là, travaillez aussi fort que vous pouvez, mais le plus important, c'est sur quoi vous travaillez, les sujets sur lesquels vous travaillez. Sur le specific knowledge, il y a un autre tweet qui est un fondamental là. Devenez le meilleur au monde dans ce que vous faites, continuez à redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que cela devienne vrai. Ce qu'il explique en fait, c'est que vous ne devez pas être le meilleur ingénieur au monde, encore une fois, vous devez être le meilleur, vous, ingénieur. Ça veut dire, encore une fois, donc, prenez toutes vos compétences, vos centres d'intérêt, vos visions du monde, mettez-les ensemble, proposez-le au monde, documentez ce que vous faites sur Internet, créez des projets et continuez à itérer jusqu'à un moment où vous allez avoir une intersection qui va faire sens pour un business que vous allez pouvoir lancer ou pour un marché pour lequel vous allez apporter de la valeur, encore une fois, que ce soit du salariat ou du business. En réalité, c'est pas tant important que ça pour commencer, même si je pense que vous allez toujours tendre vers une forme d'entrepreneuriat dans le développement de votre carrière. Mais ce qui est fondamental, c'est de continuer à itérer sur ce que vous faites. Et comme dit Naval, ça peut vous prendre 10 ans pour réussir, ça peut vous prendre 10 ans pour devenir millionnaire si on parle juste d'argent et d'aspect financier. Mais les 10 ans, ce n'est pas 10 ans de travail. Parfois, c'est 10 ans pour trouver justement c'est quoi qui vous rend unique, c'est quoi votre positionnement, c'est quoi votre vision du monde. Voilà, tous ces sujets-là sont des choses que vous allez pouvoir développer en vous rebasant sur ce trade de Naval. Bon, il termine le trade en disant quand vous allez finir par devenir riche, vous allez réaliser que ce n'est pas ce que vous vouliez, mais c'est pas grave, c'est pour une autre fois. Et dans le livre justement de l'Almanach, que je vous rappelle que vous pouvez trouver, Almanach de Naval Ravikant, en fait il y a 3 sujets. Il y a le sujet de la richesse pour commencer, de la santé et du bonheur. En fait, Naval considère qu'il faut déjà commencer par s'occuper par le fait de devenir riche, parce que entre guillemets, résoudre ce problème, ça permet assez fortement de pouvoir faciliter les 2 autres grands sujets de la vie, donc la santé, le bonheur. On rajouterait les relations aussi. Voilà, c'est les 4 grands sujets, argent, relations, bonheur, santé. Et Naval nous dit simplement, vous l'aurez si vous appliquez mes principes et vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres choses que ça. Et je pense que c'est une bonne façon de conclure. Dans le livre, dans l'almanach, où il y a ce trade qui est reproduit, il termine avec l'idée de productisez-vous. Et ça, je pense que c'est ce qui résume le mieux donc, ce trade Twitter, c'est de se dire que l'enjeu à notre époque, c'est de faire de soi un produit à l'échelle. Donc, encore une fois, le produit, donc vous devenez en fait une valeur inestimable de par tout ce que j'ai développé, vos compétences, vos centres d'intérêt, vous développez votre monopole personnel, vous développez votre jugement, vos perspectives sur le monde, qui font que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous ne cherchez pas à être une copie d'autrui, vous cherchez à être le meilleur vous que vous pouvez être. Vous vous productisez, ce qui vous permet donc de jouer avec le code et le média et d'avoir un effet de levier. Vous prenez votre responsabilité parce que du coup vous jouez à votre nom. Si on reprend le Skin in the Game de Taleb, donc vous parlez à votre nom sur Internet, vous construisez des business, vous investissez, vous avez donc de l'equity dans ces business avec les risques que ça engendre également. Le productisation, donc je disais, ça nécessite des compétences spécifiques. Enfin voilà, vous êtes à long terme parce que du coup, en fait, vous êtes sur des logiques de médias donc qui prennent du temps. Vous allez chercher les effets cumulés. Donc voilà, vous voyez, vous avez en résumé l'idée globale qui est de productisez-vous pour devenir riche sans être chanceux. Et maintenant, je vais conclure cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Donc là, on est presque dans une espèce de conférence improvisée. Et si vous avez donc envie que je développe d'autres vidéos de ce type où je prends des traits de Twitter fondamentaux ou des articles de penseurs de notre époque que je peux développer pour vous permettre de comprendre justement les principes, d'aller en profondeur et de pouvoir ensuite les appliquer dans vos modèles mentaux, vos modèles de pensée, mais aussi dans vos business et dans votre vie. Donc dites-moi si vous avez aimé ce format, mettez un like pour le signaler, commentez en disant qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo. Ça m'intéresse que vous preniez en action le fait de commenter ce que vous avez retenu. Ça permettra aussi d'ancrer en mémoire certains des concepts pour vous. Et je vous mets une autre vidéo qui, je pense, pourra compléter ce que vous venez de regarder, si vous avez aimé celle-ci.
qu'elle s'affiche quelque part sur l'écran. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était JCK.